Il existe une possibilité dérangeante qui est de plus en plus sérieusement discutée par la science moderne. Et si le temps n'existait pas comme nous l'imaginons? Parce que, alors que les physiciens commencent à essayer de comprendre les univers parallèles, les ordinateurs quantiques commencent lentement à sortir des laboratoires. Et les intelligences artificielles créent déjà des matériaux qui permettront peut-être de construire de petits soleils artificiels ici même sur Terre. En même temps, des neurones artificiels commencent à communiquer avec des cerveaux vivants et les robots humanoïdes, mes amis, font un pas de plus dans la vie humaine. Peut-être que la réalité qui était déjà impressionnante est sur le point de devenir bien plus étrange que ce que la science-fiction nous a montré ces dernières années. Découvrons tout cela et d'autres aspects des nouvelles technologies. Bonjour impressionnés et impressionnés. Je suis Carlos Alves, ici il fait un froid de canard et vous êtes sur Realidad Impressionnante. Et si je te disais que le présent n'existe peut-être pas? Pour une partie de la physique moderne, le passé, le présent et le futur pourraient se produire simultanément dans une sorte de bloc éternel. Albert Einstein disait déjà que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Mais en 2026, cette discussion a cessé d'être seulement philosophique. Entre les puces quantiques de Google, les cristaux temporels et les scientifiques qui essaient d'envoyer des informations dans le passé, la science commence, très lentement encore, d'accord, à admettre quelque chose de dérangeant. Peut-être que le temps n'est pas exactement ce que nous imaginons. Peut-être que c'est une construction de l'esprit et que nous sommes en train d'apprendre à le manipuler. Mais alors, une question inévitable se pose. Pourquoi percevons-nous le temps de façon linéaire, comme s'il s'agissait d'une ligne droite? Des scientifiques comme Robert Lanza, à travers la théorie du biocentrisme, soutiennent que le temps n'est pas quelque chose qui se passe à l'extérieur, dans l'univers, mais plutôt un processus directement lié à la conscience. Sans l'observateur, l'univers existerait seulement comme une gigantesque soupe de probabilités, où tout se passe en même temps. Et si cela est vrai, alors la sensation de passé et de futur est peut-être simplement une interface biologique créée par l'esprit humain pour pouvoir organiser la réalité. Et c'est ici que les choses commencent à franchir la frontière entre la philosophie et la technologie. L'une des expériences les plus curieuses vient de Google Quantum IA, qui a récemment attiré à nouveau l'attention en étudiant les soi-disant cristaux temporels. L'idée semble absurde à première vue. Contrairement à la matière ordinaire, ces cristaux oscillent continuellement sans consommer d'énergie de façon traditionnelle. En d'autres termes, ils brisent en quelque chose que la physique a toujours considéré comme presque sacré, la symétrie du temps. Et cela ne s'est pas limité à la théorie, d'accord? En 2026, des chercheurs comme Daryl Seligman et des équipes de physiciens à Brusque ont présenté des simulations impliquant deux dimensions temporelles coexistantes simultanément. Leur but, disent-ils, n'est pas de créer une machine à voyager dans le temps comme au cinéma, du moins pas pour l'instant. L'enjeu principal est l'informatique quantique. L'hypothèse, c'est que de futurs processeurs pourraient exploiter des phénomènes de rétrocausalité, effectuant certains calculs d'une manière si inhabituelle que, en théorie, le résultat semblerait influencer le propre passé computationnel du système. Oui, je sais, ça paraît de la science-fiction. Pourtant, une partie de la physique quantique travaille déjà sérieusement avec ces possibilités mathématiques. Google étudie le temps à l'échelle microscopique, tandis qu'un autre scientifique s'attaque au problème à une échelle bien plus vaste. Le physicien Ronald Mallett de l'Université du Connecticut a passé des décennies à concevoir une machine à voyager dans le temps, fondée sur les équations de la relativité d'Einstein. L'expérience de ce gars implique des lasers circulant en anneaux pour essayer de courber l'espace-temps grâce à la lumière elle-même. La logique est relativement simple, bien que les conséquences soient absurdes. Selon les calculs de Mallett, si vous parvenez à déformer l'espace de manière suffisamment intense, vous pouvez aussi déformer le flux du temps, créant ainsi une sorte de boucle. Fait curieux, Mallett ne parle pas forcément d'envoyer des gens dans le passé. La première application théorique serait plus modeste, mais tout de même révolutionnaire, d'accord? Transmettre des informations dans le passé jusqu'au moment où la machine à voyager dans le temps est activée. Et si quelque chose comme ça, un jour, fonctionne vraiment, l'idée même de la mémoire, de la causalité et de l'histoire devra être réécrite. Peut-être que tout cela est lié à l'une des interactions les plus étranges de la physique moderne, appelée univers-bloc. Selon cette vision, tous les moments de nos vies existent déjà simultanément à l'intérieur d'une structure quadrimensionnelle fixe. Le passé n'a pas disparu, le futur n'a pas encore été créé. Tout est simplement déjà là. Enfin, simplement, c'est une façon de parler, n'est-ce pas?
Des scientifiques, comme Max Tegmark du MIT, suggèrent que la conscience humaine fonctionne comme un faisceau de lampe torche traversant ce bloc. Nous n'éclairons qu'un point à la fois, créant ainsi la sensation de mouvement temporel. Et si cette interprétation est correcte, voyager dans le temps ne consisterait peut-être pas à construire des machines capables de déplacer le corps à travers les époques. Peut-être qu'il s'agit de modifier la perception, la conscience ou l'accès à l'information à l'intérieur d'une structure où tous les moments coexistent en permanence. Dans ce cas, le futur n'arriverait pas, il existerait déjà. Et à la fin, mes amis, peut-être que la science découvre lentement que le temps n'est pas le scénario de la réalité, mais simplement la scène où la conscience interprète l'existence. Et vous, qu'en pensez-vous? Pouvez-vous imaginer un univers où hier et demain ne sont que des endroits différents au sein d'une même structure éternelle? Peut-être que la question la plus importante n'est pas de savoir si le temps existe, mais plutôt si c'est nous qui avons appris à le percevoir de cette façon. Et en parlant de tout cela, sachez qu'en ce moment même, l'informatique quantique commence justement à sortir des laboratoires expérimentaux pour entrer dans notre monde réel. Une coïncidence, hein? Et si chaque décision de votre vie crée une nouvelle version de vous-même dans un autre univers? Pas comme une métaphore, d'accord? Ce n'est pas non plus de la folie, mais bien une conséquence réelle de la physique quantique. Oui, je sais que ça ressemble à un scénario de science-fiction, comme nous l'avons dit dans l'autre reportage. Mais c'est justement cette idée qui est défendue par le physicien d'Oxford, Vlatko Vedral. Selon lui, l'interprétation populaire de ce qu'on appelle l'effet de l'observateur pourrait être complètement erronée, et peut-être que la conscience humaine n'a aucun pouvoir particulier sur la réalité. Pendant des décennies, beaucoup ont vu la mécanique quantique ainsi. Les particules existent dans plusieurs états, à la fois, jusqu'à ce que quelqu'un les observe. À ce moment-là, la réalité choisirait un seul résultat. C'est alors que diverses idées sont apparues, parfois quasi mystiques, sur la conscience créant l'univers. Mais Vlatko Vedral soutient que la physique ne va pas exactement dans ce sens-là. Selon lui, l'effondrement quantique ne résulte pas d'une observation par un esprit conscient, mais d'une interaction physique, quelle qu'elle soit. Et l'exemple simple qu'il a donné aide à comprendre cela. Imaginez un photon frappant vos lunettes. Ce photon peut traverser la lentille ou s'y refléter selon plusieurs conditions quantiques, mais il ne reste pas, entre guillemets, à attendre que vous remarquiez le résultat pour décider quoi faire. L'interaction a déjà eu lieu avant même que votre conscience n'entre en jeu. Mais voici la partie vraiment étrange de tout cela. Selon Vlatko, le « vous » entre guillemets qui a reçu ce photon n'est pas exactement le même « vous » qui ne l'a pas reçu. À un certain niveau quantique, ces probabilités continueraient d'exister simultanément dans différentes branches de la réalité. Et quand on étend cela à toutes les interactions microscopiques qui se produisent chaque seconde, l'idée devient presque impossible à imaginer. Mais essayons, allons-y. Chaque choix, chaque mouvement, chaque particule interagissant avec une autre pourrait ainsi générer de petites bifurcations constantes. Pas nécessairement en créant des univers cinématographiques totalement différents, mais des versions légèrement distinctes de la réalité qui apparaîtraient en permanence. C'est comme si l'existence se ramifiait constamment en d'infinies possibilités parallèles. Oui, en gros, ce qu'il dit, c'est que des versions de toi et de moi pourraient exister dans des univers. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devises. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran.
Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Et pourrait influencer notre réalité ici dans ce monde. Et peut-être que le plus dérangeant dans tout ça, c'est de réaliser que dans cette interprétation, tu ne serais pas exactement le centre de la réalité. Tu ne serais qu'une des innombrables versions possibles traversant une séquence spécifique d'événements quantiques. Vedral compare cela, d'une certaine manière, à la célèbre expérience du chat de Schrödinger. Tant qu'il n'y a pas assez d'interactions pour redéfinir l'état, plusieurs possibilités coexistent. La différence, c'est que dans ce cas, le chat, ce serait aussi toi. Et cela, inévitablement, soulève une question étrange sur notre identité. S'il existe d'innombrables versions de nous-mêmes qui apparaissent à chaque instant dans différentes branches de la réalité, laquelle d'entre elles est le vrai moi et le vrai toi? Peut-être aucune, ou peut-être toutes, car plus la physique quantique évolue, plus elle commence à soulever des questions inconfortables sur la nature même de la réalité. C'est fou, non? La Chine vient de présenter un ordinateur quantique appelé Hanyuan-2. Il possède 200 qubits, une architecture Beaker, et selon les chercheurs chinois, il consomme moins de 7 kWh d'énergie. Cela peut sembler un simple détail technique, jusqu'à ce que vous réalisiez ce qu'il faut normalement pour faire fonctionner un ordinateur quantique. La plupart des systèmes quantiques actuels nécessitent des environnements très froids et des systèmes de refroidissement cryogénique complexes, gourmands en énergie. Cela arrive car beaucoup de qubits sont très instables et perdent vite leurs propriétés quantiques en interagissant avec l'environnement. Hanyuan-2 tente de résoudre ce problème en suivant une autre voie. Contrairement aux ordinateurs quantiques classiques, utilisant des ions piégés ou des circuits supraconducteurs, celui-ci repose sur la technologie des atomes neutres, ce qui a tout changé. Ces atomes étant dépourvus de charge électrique, le système gagne en efficacité énergétique et requiert davantage d'infrastructures de refroidissement externe. Selon les développeurs, la machine peut fonctionner en utilisant seulement un système de refroidissement laser relativement compact. Peut-être que l'aspect le plus intéressant est l'architecture Beaker. En pratique, le Hanyuan-2 fonctionne comme deux processeurs quantiques interconnectés travaillant simultanément. Les deux cœurs peuvent se partager les tâches informatiques et contribuer à détecter et corriger les erreurs lors du traitement. Cela peut sembler simple comparé au monde des ordinateurs traditionnels, mais en informatique quantique, cela représente un énorme défi. L'un des principaux défis du secteur aujourd'hui n'est pas seulement d'augmenter le nombre de qubits, mais aussi de garantir leur stabilité et fiabilité lors de leurs interactions. Et c'est précisément à ce stade que toute l'industrie rencontre des difficultés. Les chercheurs du monde entier sont encore très loin de contrôler des millions de qubits de manière stable. C'est pourquoi de nombreuses entreprises abandonnent temporairement, n'est-ce pas? L'idée de machine révolutionnaire et se concentre sur des systèmes plus petits, mais plus utilisables dans notre monde réel. Le Hanyuan-2 semble suivre exactement cette philosophie. Les chercheurs chinois ont choisi de privilégier la stabilité, l'efficacité énergétique et des applications industrielles pratiques, plutôt que de viser un nombre élevé de qubits. Selon les médias d'État chinois, des indicateurs clés sur la fiabilité et la durée de vie des qubits atteignent déjà des niveaux jugés de classe mondiale. Pendant longtemps, l'informatique quantique a été présentée presque comme une promesse futuriste lointaine. Mais maintenant, certains pays, du moins, commencent déjà lentement à transformer ces systèmes en une véritable infrastructure technologique. Et peut-être que la partie la plus étrange de tout cela, c'est de réaliser que, pendant que nous essayons de comprendre la réalité, nous avons aussi déjà commencé, encore lentement, à recréer le cerveau humain lui-même en laboratoire. Allons voir, c'est vraiment intéressant. La technologie moderne a toujours essayé d'imiter le cerveau humain en utilisant des machines qui, au fond, continuent de fonctionner d'une manière complètement différente de lui. Les ordinateurs traditionnels dépendent pas de milliards de transistors rigides, organisés de manière extrêmement précise et consommant des quantités croissantes d'énergie pour gérer une intelligence artificielle de plus en plus complexe. Mais le cerveau humain fonctionne autrement. Il est flexible, tridimensionnel, adaptable et composé de neurones qui modifient constamment leurs connexions et leur schéma d'activité. C'est pourquoi des scientifiques du monde entier cherchent à créer une nouvelle génération de matériel inspiré de la biologie. Des chercheurs de l'université Northwestern ont franchi une étape majeure dans ce domaine. L'équipe a développé des neurones artificiels flexibles capables non seulement d'imiter les signaux cérébraux, mais aussi d'interagir directement avec des neurones vivants. Jusqu'à présent, de nombreux systèmes neuromorphiques simulaient seulement le comportement neuronal de façon mathématique.
Ce que ces chercheurs viennent de faire, c'est créer des dispositifs physiques capables de produire des impulsions électriques extrêmement similaires aux signaux réels utilisés par le cerveau humain. Et les tests sont devenus encore plus impressionnants lorsque les scientifiques ont connecté ces neurones artificiels au tissu cérébral vivant de souris. Des signaux artificiels ont pu activer des circuits neuronaux réels. En pratique, des cellules biologiques ont réagi aux impulsions créées par la machine. Le plus intéressant, c'est comment tout cela a été construit. Au lieu d'utiliser les traditionnelles puces rigides en silicium, les chercheurs ont développé des encres électroniques faites de matériaux comme le graphène et le disulfure de molybdène. Grâce à l'impression par aérosol, ils ont déposé ces matériaux sur des surfaces flexibles pour fabriquer des dispositifs bien plus proches de l'architecture cérébrale organique. Et le résultat a été quelque chose d'assez inhabituel. Des neurones artificiels capables de produire différents schémas de décharge, des salves et des signaux continus similaires à ceux observés dans de véritables systèmes biologiques. Cela rapproche l'électronique du cerveau et peut aussi changer notre conception de l'informatique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait face à un problème croissant de consommation d'énergie. Plus les modèles traitent de données, plus le besoin en énergie, en serveurs et en infrastructures informatiques gigantesques augmente. Le cerveau humain, en revanche, fonctionne en consommant l'équivalent d'une ampoule très peu puissante. Il y a donc une course discrète pour développer des systèmes informatiques proches des réseaux neuronaux biologiques, capables d'apprendre et de traiter l'information bien plus efficacement. L'intelligence artificielle seule ne semble déjà plus suffisante. Le défi maintenant, c'est de faire en sorte que les machines s'intègrent naturellement à notre monde physique grâce à l'intelligence artificielle. La société Figura IA a récemment présenté sa nouvelle démonstration du système Helix 002. Pour la première fois, deux humanoïdes Figura 03 ont réorganisé une pièce entière de façon autonome et coordonnée selon l'entreprise. Et le plus impressionnant, ce n'est pas le rangement en soi, mais la façon dont il se déroule. Normalement, les systèmes avec plusieurs robots dépendent d'un certain type de contrôleur centralisé qui indique exactement à chaque machine ce qu'elle doit faire. Le serveur distribue les tâches, synchronise les mouvements et évite les conflits. Mais Figure affirme qu'ici, il n'y a pas de chef qui contrôle tout. Chaque robot fonctionne comme un agent indépendant. Ils observent l'autre à l'aide de leur propre caméra et déduisent l'intention de leur partenaire, et ce, presque en temps réel comme deux humains. Ce qui est possible, c'est... Et ça change vraiment beaucoup de choses, tu sais. Parce que le système Helix 02 a justement été créé pour remplacer des milliers de lignes de programmation manuelles par un modèle unifié de vision, de langage et d'action. Les robots n'utilisent plus de règles fixes, ils apprennent à réagir directement à l'environnement. En pratique, ils commencent même lentement à développer un comportement adapté. La démonstration le montre très clairement, tu vois. Dans un moment curieux, un robot transfère son poids sur une jambe et utilise l'autre pour appuyer sur la pédale d'une poubelle. Cela paraît simple, non? Oui, jusqu'à ce qu'on réalise l'équilibre, le calcul corporel et l'adaptation nécessaires pour que cela arrive. Les robots ouvrent des portes grâce à leur coordination, réorganisent des objets en l'air et affrontent l'un des plus grands cauchemars de la robotique moderne. Les tissus, faire un lit peut sembler banal à certains. Et certains ne le font même pas, je le sais. Mais pour une machine, une couette, c'est pratiquement le chaos physique à l'état pur. Le tissu change constamment de forme. Il se plie, glisse et crée des motifs imprévisibles en temps réel. Alors les robots doivent recalculer en permanence la tension, la position et le mouvement. Tout cela pendant qu'ils manipulent ensemble le matériau. Et c'est peut-être justement là que la démonstration devient vraiment très importante. Parce que pendant de nombreuses années, l'industrie de la robotique s'est principalement concentrée sur des environnements industriels qui sont hautement contrôlés. Des usines organisées, des objets à standardiser et des tâches répétitives. Mais une maison ordinaire est très différente. Elle est imprévisible, souvent désorganisée et pleine de petites situations ambiguës que les humains résolvent sans même y penser. Et apprendre aux machines à survivre dans ce chaos domestique est peut-être l'un des plus grands défis de l'intelligence artificielle physique. La personne elle-même parle déjà ouvertement de transformer ces robots humanoïdes en appareils domestiques loués par abonnement mensuel, un peu comme une voiture par abonnement. L'idée serait d'offrir une assistance continue à la maison, 24 heures sur 24. Mais même Bretta Brad Ellicock, le PDG de l'entreprise, admet qu'il surveille encore ses robots près de ses propres enfants pendant que la technologie évolue. Et cela en dit long sur l'état actuel de la robotique. Pour la première fois, le défi n'est plus de faire bouger le robot,
mais que les machines cohabitent naturellement dans l'espace humain sans sembler artificielles. Et derrière ces humanoïdes de plus en plus naturels, n'est-ce pas? Il y a une ingénierie qui n'en est encore qu'à ses débuts, je le sais, mais qui imite déjà notre anatomie humaine. Allons voir un peu de cela. Il y a une énorme différence entre voir un robot marcher lors d'une démonstration et comprendre réellement ce qu'il y a derrière cette machine. Récemment, Foundation Robotics a publié les vidéos les plus détaillées à ce jour sur le Phantom MK1, son robot humanoïde dernier cri. Et à première vue, tout semble extrêmement futuriste. Des robots sophistiqués, des mains inspirées de l'anatomie humaine et une narration presque cinématographique sur l'avenir de l'automatisation. Mais quand on commence à regarder dans les coulisses, on se rend compte qu'il se passe quelque chose de bien plus intéressant là-bas. Dans l'une des vidéos, le PDG Sanket Pathak fait visiter ce qu'ils appellent la Robo Factor One. C'est le siège de l'entreprise à San Francisco. Fait curieux, malgré leur esthétique futuriste, une grande partie de la construction des robots se fait encore à la main. Le Phantom MK1 possède environ 500 pièces exclusives. Des techniciens montent des engrenages, assemblent des composants mécaniques et soudent des éléments électroniques, comme dans un atelier artisanal high-tech. Et peut-être que cela révèle une réalité peu discutée derrière la course aux robots humanoïdes. Derrière ces démonstrations impressionnantes sur les réseaux sociaux, beaucoup de ces entreprises restent en phase quasi expérimentale de fabrication. Le futur paraît extrêmement avancé à la caméra, mais en coulisses, il y a encore beaucoup de travail humain qui soutient tout cela. Le Phantom MK1 se distingue tout de même par d'importants détails techniques. La structure des jambes, par exemple, utilise des tiges en titane développées pour supporter les vibrations constantes de la locomotion bipède. La tête intègre 6 caméras différentes pour offrir un champ de vision proche de 360 degrés. Le cœur mécanique de ce système réside dans des actionneurs cycloïdaux. Ces actionneurs sont bien plus efficaces énergétiquement que les systèmes traditionnels et permettent aussi quelque chose de très important: une sensibilité physique. En d'autres termes, mes amis, ce robot est capable, entre guillemets, de ressentir des forces extrêmes de manière beaucoup plus précise, rendant ainsi les mouvements et les interactions plus naturels et plus sûrs selon l'entreprise. Mais la partie la plus fascinante, du moins à mon avis, se trouve dans les mains. Le projet utilise des tendons artificiels directement inspirés de la musculature humaine. Les actionneurs sont placés dans l'avant-bras et tirent sur les tendons internes, comme dans le corps humain, au lieu d'être dans les doigts. Foundation Robotics affirme qu'elle prévoit de produire des milliers de ces robots dès 2026. Mais peut-être que la plus grande transformation technologique de notre époque ne réside pas seulement dans les robots, mais plutôt dans la tentative de construire une civilisation capable de maîtriser les nouvelles formes d'énergie. Et cela, c'est vraiment important. Voyons cela. Il existe un obstacle majeur qui empêche l'énergie de fusion nucléaire de devenir une réalité à grande échelle. Et, curieusement, elle ne réside pas exactement dans la physique de la fusion, mais dans les matériaux. Parce que créer, entre guillemets, un petit soleil artificiel à l'intérieur d'un réacteur signifie exposer les métaux à des températures absurdes, ainsi qu'à une radiation extrême et à un stress continu pendant des années. Mais maintenant, des scientifiques du laboratoire national d'Ames aux États-Unis pensent avoir trouvé une nouvelle façon d'accélérer drastiquement cette recherche. Et cela implique, bien sûr, Internet, intelligence artificielle. L'équipe a développé un outil appelé DuctDuct GPT, une intelligence artificielle conçue spécifiquement pour découvrir de nouveaux alliages métalliques pour les réacteurs à fusion nucléaire. Et, selon les chercheurs, le système parvient à réduire un processus qui prendrait normalement des mois à seulement quelques heures. Les chercheurs décrivent simplement en langage courant le type de matériau qu'ils souhaitent. Quelque chose comme, par exemple, je veux un alliage résistant à des températures élevées, avec une bonne ductilité et adapté aux réacteurs de fusion. L'intelligence artificielle, en seulement quelques secondes, analyse des milliers de combinaisons possibles d'éléments chimiques. Cela pourrait changer bien plus que la fusion nucléaire. Parce qu'au moment où l'intelligence artificielle commence à découvrir de nouveaux matériaux pratiquement toute seule, elle cesse de simplement analyser les connaissances humaines et commence désormais à participer directement à la construction technologique de notre civilisation. Alors, si tu as aimé cet épisode, laisse déjà ton like et vérifie ton abonnement, d'accord ? Parfois, la plateforme peut le supprimer pour une raison ou une autre. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Clique sur l'une des 2 suggestions qui s'affichent à l'écran et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Il suffit de cliquer, d'accord ? Merci à tout de suite. Je t'attends là-bas. Cliquez ici.